premières années de l'indépendance. J'ai eu à le pratiquer déjà dans les années 90 après la conférence nationale souveraine. J'étais déjà son ministre de la communication. Nos chemins se sont plus ou moins séparés sur des divergences d'ordre idéologique, mais je dois reconnaître la profondeur des convictions du personnage, avec beaucoup d'opiniâtreté qui confinent parfois à l'entêtement, ce qui ne facilitait pas toujours les choses dans ses relations, aussi bien avec ceux qui travaillaient avec lui qu'avec d'autres partenaires, mais il n'en demeure pas moins que c'était un homme de profonde conviction. C'est pourquoi je voudrais présenter toutes mes condoléances à sa famille, que je connais bien, à son parti, aux membres de son parti, l'UDPS, et aux membres du Rassemblement qu'il présidait et avec lequel nous étions engagés dans des discussions directes au centre interdiocésain de Kinshasa, des discussions qui étaient à la veille d'aboutir par la signature d'un arrangement particulier que nous espérons finaliser dès la fin de ces funérailles. Alors, le président de la République a donné des consignes claires au gouvernement pour que les obsèques soient organisées en toute dignité. Pensez-vous qu'il y aura une bonne collaboration entre le gouvernement et la famille pour que ces obsèques ne soient pas une occasion de déchirer ou des échauffourées, mais plutôt une occasion de communion? Il n'y a aucune raison pour que ces obsèques soient une raison de déchirure. Déjà, depuis que la nouvelle a été annoncée, la famille est au contact avec le gouvernement. Après qu'elle ait informé le président de la République de la triste nouvelle, le président a eu à réagir, le gouvernement également, et donc les choses sont en train de se mettre en place. Bien sûr, nous sommes africains, et nous savons quel est le respect que nous vouons à nos aînés d'abord, et quelle est la dévotion que nous vouons à ceux qui nous ont quittés et auxquels nous devons montrer le plus grand respect. Je n'ai aucun doute qu'au niveau de la famille, au niveau de son parti, les gens se montreront à la hauteur de cet événement et à la hauteur du personnage illustre qui vient de nous quitter. Parce que telle est notre culture. C'est ça. Lambert Mende, vous êtes délégué, vous êtes parmi les négociateurs pour parler de la CENCO. Actuellement, vous devriez plutôt être en train de finaliser les arrangements particuliers ou l'arrangement particulier avenant à l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous pensez que la disparition de Tshisekedi va donner un coup de frein à ces pourparlers ou bien au contraire, ça devrait plutôt accélérer les choses? Non, je ne pense pas, parce que si M. Etienne Tshisekedi est décédé et il n'a pas eu ce décès comme conséquence d'entraîner la disparition de la République démocratique du Congo et des problèmes auxquels le peuple congolais se trouve confronté. Les problèmes sont toujours là, ces problèmes doivent être résolus. Nous avons ce problème de retard dans l'organisation des élections qui doit trouver une solution, et nous avons simplement eu à décider de suspendre les discussions pour pouvoir terminer les cérémonies des funérailles qui vont nous prendre quelques jours seulement. Ensuite, les discussions vont reprendre là où nous les avons laissées, puisque même après le départ des évêques pour leur voyage pastoral en Europe, nous avons continué à voir nos amis du Rassemblement. Nous avons eu 2 réunions très importantes qui nous ont permis d'avancer vers des solutions. Nous allons reprendre ces réunions là où nous les avons laissées, et je n'ai pas, moi, de pessimisme quant à l'issue positive de ces réunions lorsque nous aurons terminé à rendre à notre aîné qui nous a quittés les hommages que notre culture nous oblige à lui rendre. Et que répondriez-vous à ceux qui soupçonneraient à la majorité de ne plus être enclin à respecter l'opposition politique? Vous savez, le monde politique est plein de ces sous-entendus, plein de ces procès d'intention. Nous n'allons pas nous
là-dessus, quoi que l'on fasse, il y a toujours de mauvaises langues et des esprits chagrins à donner un contenu négatif aux choses. Les problèmes, nous avons besoin qu'ils soient résolus. Nos amis du Rassemblement ont besoin qu'ils soient résolus. Les évêques que le président a appelés à la rescousse pour l'aider dans sa mission d'arbitrage ont besoin que ces problèmes soient résolus, et donc partageant tous ces préoccupations, je doute fort que ceux qui accusent les uns ou les autres de mauvaise foi puissent avoir raison. Les problèmes seront résolus. Voilà. L'un des derniers bancs de sable qui empêche les bateaux Senko d'accoster doucement au port, c'est le mode de désignation du Premier ministre. Le rassemblement parle d'un seul nom à désigner, la majorité présidentielle s'en tient à 3 noms. Lambert Mende Malanga, pensez-vous qu'il y a une solution médiane? Bon, évidemment, je pensais qu'on allait plus parler de cette disparition inopinée de M. Tshisekedi, mais puisque vous me ramenez à ce débat sur la discussion entre nous et nos amis du Rassemblement, laissez-moi vous dire simplement que pour nous, ce qui importe, c'est que les solutions que nous allons trouver à ce problème puissent être des solutions conformes à l'accord lui-même et à la Constitution que nous avons, et le Rassemblement, et la Senko, et nous-mêmes, délibérément décidé d'adosser sur la Constitution de la République. Nous n'avons à aucun moment dit que l'accord pouvait se faire en violation des principes constitutionnels. Et si vous lisez le point 3.3.3 qui a fait l'objet de ces polémiques, on dit que le Premier ministre est présenté par le Rassemblement, il est nommé par le Président de la République, conformément à l'article 78 de la Constitution. Alors, il ne faut pas que l'on puisse lire partiellement cette disposition en omettant l'incise conformément à l'article 78. Il faut une connexion des deux textes. Puisque l'article 78 de la Constitution, c'est cette disposition qui proclame les pouvoirs discrétionnaires du président dans la nomination du Premier ministre. Or, l'interprétation que certains voulaient donner à ce point 3.3.3, c'est que le président n'avait plus qu'un pouvoir d'entérinement d'une nomination qui serait faite par le Rassemblement. Là n'est ni l'esprit de l'accord, ni l'esprit de la Constitution. Je pense que les choses sont claires, et si nos amis adoptent cette compréhension qui est conforme et à l'accord et à la Constitution, ils présenteront plusieurs noms. Nous avions commencé par 10, nous sommes arrivés même à 3 pour nous rapprocher de leur position. Il faut qu'eux aussi fassent preuve d'un esprit de concession pour que, dans l'esprit de la Constitution, le président conserve son pouvoir de nomination. Il est évident que cette autorité qui va diriger le gouvernement ne peut pas le faire, et contre le président et contre la majorité parlementaire que le président incarne aujourd'hui. Mais chaque jour qui passe, Monsieur le ministre, nous rapproche de la fin de décembre 2017. Qui va porter la responsabilité de la non-organisation des élections en 2017, ou de ces retards que cela doit nécessairement entraîner? Je crois que c'est un faux débat, parce que je ne pense pas que l'accord de la Senko ait donné au gouvernement des compétences particulières pour organiser les élections dans ce pays. À ma connaissance, la Constitution étant la même, le corpus législatif étant resté le même, l'organisation des élections en RDC relève toujours de la Commission électorale nationale indépendante, qui ne change pas de tête. En dehors de quelques membres, peut-être que leurs composantes peuvent peut-être bouger, mais ils sont en nombre peu significatif. Et la CENI, à mon avis, nous a annoncé très bientôt le 10 millionième enregistrement des électeurs, et donc le travail est en train de se faire. Il ne faut pas faire croire aux gens, qu'il n'y a pas de gouvernement dans le pays. Il y en a un qui apporte son soutien à la CENI. Demain, il y en aura toujours un autre qui continuera à apporter son soutien à la CENI. Tel est le principe de la continuité de l'État. Mais la CENI n'a jamais cessé de travailler. Et donc, c'est la CENI qui organise
organise les élections. Alors faire croire aux gens que parce que le gouvernement qui a été prévu dans l'accord du 31 décembre va arriver avec quelques jours ou quelques semaines de retard pourrait avoir un impact sur le calendrier électoral, c'est mentir à la population, comme si c'est le gouvernement qui allait organiser les élections. Non, l'institution qui organise les élections est en marche. Elle est en train de travailler. Vous voyez tous les soirs le président de la CENI, les membres du bureau de la CENI sillonner le pays en train de poursuivre inlassablement le travail de préparatif des élections, parce que nous, Congolais, avons retiré du gouvernement ces compétences-là. La seule compétence, c'est de mettre à la disposition de la CENI les moyens financiers, les moyens sécuritaires, et ces moyens peuvent être mis à disposition aussi bien par le gouvernement qui est là que par le gouvernement qui viendra. Il ne faut pas raconter des mensonges aux Congolais pour leur faire peur. Voilà. À la dernière séance à la Senko du 28 janvier 2017, la majorité présidentielle a retiré la réserve qui était en juin à la signature. Est-ce que cela coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui pensaient que la majorité présidentielle avait une cartouche en réserve pour passer en force le moment venu? Mais je ne sais pas passer en force vers où. La majorité reste... Référendum, par exemple. La majorité reste toujours la majorité. La majorité n'a jamais annoncé qu'elle voulait organiser un référendum. Vous vous rendez compte donc que ce n'était que des procès d'intention auxquels on nous a malheureusement habitués dans un débat politique qui va souvent chercher ses repères au fond du ruisseau, et c'est vraiment dommage pour ce pays. Nous voulons simplement faire les choses conformément à la Constitution et à une certaine logique républicaine. Vous ne pouvez pas nous faire recommencer des choses que nous avions terminées à la Cité de l'Union africaine au motif qu'il n'y avait pas d'inclusivité et nous amener à accepter des conclusions aussi non inclusive que celle de la Cité de l'Union africaine. C'est pourquoi nous avions tiré la sonnette d'alarme. On a donné à cela je ne sais quelle signification, mais voilà que lorsque tout le monde est revenu à signer cet accord et à donc le rendre inclusif comme nous le voulions, nous avons retiré notre réserve. Donc du coup, on se rend compte qu'il y a plus de chaleur que de lumière dans ces accusations d'une majorité qui souhaitait passer en force on ne sait vers où, comme si les choses allaient changer. Nous restons toujours la majorité jusqu'à ce qu'un autre parlement sera mis en place dans ce pays par de nouvelles élections. Vous devez être l'objet de fortes pressions ces derniers temps par rapport à la situation de la RFI. Est-ce que vous avez un problème particulier avec RFI ou bien vous défendez seulement le droit de la RDC? Le RFI a été coupé d'antenne, je pense, dans 2 villes par des décisions prises légalement par les autorités administratives locales de ces 2 villes, je pense Kinshasa et Lubumbashi, sur base de la loi de 96. Entre-temps est intervenue une disposition réglementaire en vertu de laquelle toutes les stations de nationalité étrangère émettant en République démocratique du Congo devraient le faire dorénavant en synergie avec des médias et des professionnels congolais. C'est pour protéger la main-d'œuvre nationale. Beaucoup se sont soumis à cette nouvelle directive, notamment La Voix de l'Amérique, notamment la RTBF qui est en négociation avec des partenaires congolais. RFI m'a promis qu'elle allait m'informer des dispositions qu'elle prenait pour se conformer à cette nouvelle disposition réglementaire. J'attends qu'elle puisse se conformer à cette disposition et toute pression est totalement inutile parce qu'il s'agit de règles qui sont d'application impersonnelle, que ce soit RFI ou une autre. Si La Voix de l'Amérique ne s'était pas conformée, soyez certains qu'après la forclusion du délai que nous avions donné, elle n'aurait plus été autorisée à émettre dans ce pays. Et cela n'a rien à voir, comme j'ai entendu certains le dire à la Senko, avec la décrispation. Non, la décrispation, ça ne veut pas dire la révolution qui mettrait à mal l'exécution de nos propres lois. Pas du tout. Nous sommes dans un schéma de décrispation pour des mesures qui ont été prises contre des nationaux, pour des raisons soit politiques, soit sécuritaires. Et là, nous sommes face à une autre problématique qui est celle du respect d'une réglementation qui existe dans notre pays, qui est
pays aussi souverain que l'est la France. Alors, dernière question, vous êtes le patron des médias en RDC au niveau institutionnel. Comment évaluez-vous l'évolution de la réouverture des chaînes de radio et de télévision qui étaient fermées avant? Pour l'instant, il y a un certain nombre qui ont déjà qui sont réouvertes, je pense une demi-dizaine, ceux qui nous ont saisis pour nous informer des difficultés qu'ils ont eues avec les autorités administratives locales, parce que contrairement à une idée assez généralement répandue, toutes les mesures conservatoires prises contre les médias ne le sont pas nécessairement par ce ministère. Ce ministère partage cette compétence avec les autorités administratives locales. Et nous avons 26 provinces, nous avons autant de territoires où ces médias sont installés. Et donc nous n'avons pas la science infuse pour savoir si à Kasumbalesa ou à Kwandroma, je ne sais où, un administrateur ou un gouverneur a pris une décision. Nous avons lancé un appel aux médias qui ont été fermés par mesure conservatoire d'autorités locales de nous saisir. C'est ça l'administration, c'est ça le principe de droit, de façon à ce que nous puissions, en connaissance de cause, voir, pour autant qu'ils n'ont pas de problèmes judiciaires, décider par le principe de l'autorité supérieure par rapport aux autorités qui les ont fermés, de les rouvrir. Une demi-dizaine l'a fait, ils sont aujourd'hui réouverts, et donc nous attendons que les autres fassent de même, et nous allons prendre les mesures qu'il faut pour justement rendre opérationnelle cette décision de décrispation qui vaut son pesant d'or et qui doit absolument être exécutée. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cette émission. Après la plénière, rendez-vous tout prochainement pour d'autres numéros. Merci. Je suis conscient